Au printemps dernier, j'ai reçu un mail de Raphaël, au titre mystérieux. Raphaël, c'est une femme que je connais depuis plusieurs années maintenant. C'est elle qui m'avait contactée pour la collaboration avec l'association de défense animale L214, qui s'est concrétisée en décembre 2022 sous forme de vidéo pour vous parler des mensonges de l'entreprise LDC. À l'époque, je vais pas vous mentir, j'avais un peu d'appréhension. Comment alliez-vous réagir à la publication d'une telle vidéo sur ma chaîne ? Mais finalement, vos retours avaient été hyper encourageants. Et aujourd'hui, je suis fière d'avoir participé à ce mouvement qui a fait bouger les choses. Alors j'ai demandé à Raphaël de m'en dire plus. Elle m'a expliqué qu'elle vit désormais aux États-Unis et travaille pour une autre association, ICAW, et qu'elle a pensé à moi pour une nouvelle campagne visant Marriott. Oui, la chaîne d'hôtels de luxe dans laquelle, clairement, j'ai jamais mis les pieds. Mais en quoi des hôtels peuvent être liés à la cause animale ? Eh ben, pour ça. Les œufs. Vous savez, ceux que vous retrouvez au buffet du petit déjeuner, ou qui sont utilisés pour les plats apportés en room service. Ça peut paraître anodin, mais vous allez voir que sous leur coquille se cachent beaucoup de choses que Marriott ne veut pas que vous voyez. Et puis, j'ai vu une opportunité. Celle de vous parler de façon plus large de ces luttes inégales, de ces associations qui tentent de faire plier des normes multinationales, celles si riches et influentes qu'elles se pensent parfois tout permis. De ces combats dignes d'un David contre Goliath à la sauce capitaliste, mais aussi de ce que c'est l'activisme aujourd'hui, y compris dans ces débordements violents qui font régulièrement les gros titres. Je crois que le mieux, c'est que je vous embarque avec moi dans mes investigations. Car contrairement à Raphaël, je suis pas ultra calée sur ce que représente l'industrie mondiale des œufs. Il a donc fallu que je me plonge dans des rapports, que je creuse dans plusieurs directions, que j'enquête sur la très discrète famille Marriott, et que je me réfère à des spécialistes pour mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces petits globes fragiles. Alors, si vous le voulez bien, laissez-moi d'abord revenir plusieurs mois en arrière. Je pense que c'est important de vraiment poser les bases des œufs, de aussi présenter qui est l'association au tout début. Peut-être juste déjà présenter vite fait l'association, c'est assez rapide au final, dire ce qu'ils font. Avant de commencer, il faut que je vous présente ICAW, l'International Council for Animal Welfare, qui est le client de cette vidéo. Ça signifie qu'il me paye pour ce projet, mais que tout soit bien clair, rien ne m'a été imposé au niveau du script. Je suis libre d'exprimer mes opinions et de vous partager toutes les données que j'ai pu trouver en faisant mes recherches. ICAW est une association internationale de protection animale qui a pour mission de dénoncer les pratiques douteuses de certaines grandes entreprises en matière de bien-être animal. Ces pratiques, c'est ce qu'on appelle l'animal welfare washing, des sortes de grosses campagnes de communication où les entreprises proclament défendre le bien-être animal tout en continuant en coulisses à profiter des pires pratiques industrielles. Mais alors, pourquoi cibler Marriott spécifiquement ? C'est vrai que des entreprises qui usent et abusent de ces mécanismes, il y en a énormément. Mais au final, Marriott illustre parfaitement le fond du problème. En effet, depuis plus de 10 ans, le géant hôtelier s'est construit une image flatteuse en promettant de bannir les œufs de batterie, sauf que dans les faits, les actes ne suivent pas. C'est d'autant plus grave que Marriott n'est pas une entreprise comme les autres. On parle ici du leader mondial de l'hôtellerie, une marque qui évoque quand même un certain degré de luxe et de confort. Donc, quand on s'attend à l'excellence, on pense pas nécessairement à s'interroger sur la provenance des produits qu'ils proposent. Et c'est précisément sur la confiance aveugle de leur clientèle que capitalise Marriott. Là, permettez-moi de faire une petite mise en contexte, juste pour qu'on visualise bien les enjeux. Quand on fait nos courses, on est attentif. Je suis sûre que comme moi, vous êtes nombreux à faire attention à la provenance des œufs et refusez même d'acheter des œufs de poule élevés en cage. Mais quand on est en vacances, surtout dans un hôtel de luxe, c'est une autre histoire. On baisse la garde, on se demande pas forcément si les œufs brouillés du buffet du petit-déj proviennent d'élevage cruel, on est là pour profiter et on part du principe que la nourriture proposée est à la hauteur de leur standing apparent. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Depuis 2013, Marriott promet de bannir les œufs et les produits issus d'élevage en batterie dans leurs hôtels. Le bien-être animal est au cœur des engagements de Marriott pour une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus durable. Nous travaillons étroitement avec nos fournisseurs afin de relever ces défis complexes. Dans le cadre de notre soutien au respect des animaux, nous leur demandons de n'utiliser que des œufs et ovoproduits issus d'élevage sans cage,
d'ici 2015. En apparence, c'est une démarche qui peut sembler louable, sauf qu'aucune action concrète n'a été mise en place dans les années qui ont suivi. Alors en 2018, l'association Open Wing Alliance a décidé de mener une campagne pour exiger que Marriott tienne ses engagements. La réaction du groupe ne s'est pas fait attendre et une nouvelle échéance a été fixée à 2025 pour laisser le temps à l'entreprise de finaliser sa transition vers des systèmes hors cage. Bon, on veut bien concevoir qu'un changement d'une telle ampleur prenne du temps. Mais ça y est, nous voilà fin 2025. Et est-ce que la situation a évolué ? Oui et non. Dans son dernier rapport de 2024, l'entreprise partage fièrement les progrès réalisés. Près de 60% des œufs utilisés dans leurs établissements à travers le monde sont hors cage. Alors oui, c'est vrai que sur le papier, c'est encourageant. Mais, d'une part, c'est quand même bien loin des 100% qu'ils promettent depuis 2013, et d'autre part, ces chiffres jouent sur une réalité méconnue de beaucoup. Sur les 9600 hôtels que Marriott possède à travers le monde, plus de 7000 sont franchisés, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas directement gérés par Marriott. Et je pense que vous me voyez venir. Le problème, c'est que leurs fameux rapports ne tiennent pas compte de toutes leurs franchises. Autrement dit, l'entreprise communique des données tronquées en ce qui concerne les hôtels qui se cachent sous le nom Marriott International. Autant vous dire que les 60% fièrement avancés par le groupe, ils perdent quand même pas mal de poids quand on sait qu'ils ne concernent qu'un malheureux petit quart des établissements. Bref, si on fait le point, ça fait maintenant plus de 10 ans que Marriott récolte les bénéfices d'une image éthique et responsable. En prétendant se soucier du bien-être animal, l'entreprise a gagné la confiance des consommateurs et des investisseurs, tout en retardant sans cesse les changements concrets. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle du animal welfare washing, soit du bien-être animal de vitrine. On exploite le discours du bien-être animal, on annonce des engagements séduisants, on s'en sert comme outil marketing, mais sans jamais livrer les résultats promis. Les victimes dans cette histoire, c'est avant tout les animaux bien sûr, mais aussi les consommateurs. Parce que ce manque de transparence et cette communication marketing parfaitement calibrée pour tromper et manipuler, elle a aussi un impact direct sur notre manière de percevoir l'enseigne. Grâce à cette belle image mise en avant, on pense innocemment que, contrairement à beaucoup d'autres, Marriott est une chaîne qui cherche à mettre fin aux souffrances des poules élevées en cage. Mais la réalité, c'est qu'au final, ça reste une entreprise pour qui le profit passe avant tout et qui n'a pas honte d'exploiter un véritable problème éthique pour s'acheter une bonne image. Mais je sais pas exactement dans quel sens mettre ça, mais vraiment aussi expliquer c'est quoi la réalité du coup de ces usines-là, de cette production-là, des œufs, parce que je pense que dans l'esprit des gens, tu vois, c'est pas comme les abattoirs, il y a pas ce côté aussi choquant parce que c'est des œufs. Et en fait, je pense qu'on n'est pas du tout assez au courant, et c'est ce que disait aussi le chercheur là dont je t'ai envoyé des articles. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de méconnaissances sur comment ça se passe. On ne sait pas à quel point c'est violent en fait pour... Non, c'est vrai. Je sais que personne n'a envie de l'entendre, mais à un moment donné, il faut faire face à la réalité parce qu'il en va de nos responsabilités. L'industrie de la ponte, c'est quelque chose d'extrêmement cruel. On est nombreux à minimiser cette violence parce que, contrairement à de la chair par exemple, l'animal n'est pas tué et les industriels de l'agroalimentaire font tout pour qu'on ne sache pas ce qu'implique réellement toute la production des œufs. Déjà, il faut savoir que la production d'œufs a complètement explosé ces 15 dernières années. En 2023, la production mondiale a atteint les 97 millions de tonnes, soit 40% de plus qu'en 2010. Ce sont des chiffres absolument considérables, et autant vous dire que pour tenir une telle cadence de production, le bien-être animal passe totalement à la trappe. Si, en France, les conditions de vie des poules pondeuses s'améliorent à petits pas, sous la pression des ONG, à l'échelle mondiale, ça reste encore une industrie ultra violente. La grande majorité des fermes industrielles de ponte à grande échelle ressemblent à ça. Des cages en batterie, c'est-à-dire alignées sur des dizaines de mètres, empilées les unes sur les autres, dans lesquelles sont entassées des poules qui ne peuvent jamais en sortir. Des tapis roulants leur apportent leur nourriture et emportent leurs œufs, des tuyaux leur fournissent de l'eau, et elles n'ont rien d'autre à faire de leur journée que d'être là, à se piétiner. Certaines ne connaissent même pas la lumière du jour, et du fait de la disposition des cages, elles vivent constamment dans les déjections. Pour mieux vous représenter ce que ça fait, c'est un peu comme si vous deviez vivre toute votre vie dans ces conditions misérables
en restant assis sur un siège d'avion en classe économique ou alors debout enfermé dans une cage d'ascenseur avec 6 autres personnes. Et puis évidemment pour des raisons budgétaires, dans de telles installations, il peut n'y avoir qu'un ouvrier pour des dizaines voire des centaines de milliers de volatiles. Par conséquent, les poules qui souffrent de blessures sont rarement remarquées. Or, il est fréquent qu'elles souffrent de prolapsus, c'est-à-dire que leur oviducte se retourne et sortent de leur corps. Ce qui est déjà extrêmement douloureux, mais l'horreur ne s'arrête pas là. Lorsqu'elles sont en cage, cet organe se retrouvant à l'extérieur peut s'emmêler dans les barreaux ou des fils. Elles ne peuvent alors plus aller vers l'eau ou la nourriture, et meurent ainsi, piétinées alors que leurs organes sont arrachés à leur corps. Je pourrais aussi m'étendre, mais je vais pas le faire, sur les nombreuses maladies, grippe aviaire et autres, qui peuvent toucher ces fermes à tout moment, et conduisent donc à tuer toutes les poules de la batterie par mesure de précaution. Mais on est encore loin de toutes les horreurs liées à l'industrie des œufs. Est-ce que vous savez qu'on tue les poules lorsqu'elles atteignent 1 à 2 ans, parce que à partir de cet âge, elles commencent à pondre moins souvent, alors que leur espérance de vie est de 8 ans normalement? Est-ce que vous savez que pour continuellement remplacer ces poules tuées si jeunes, on fait éclore des poussins dans des incubateurs où ils sont empilés les uns sur les autres, puis qu'à peine éclos, on les trie pour séparer les mâles des femelles? Et que les mâles qui ne sont pas considérés comme utiles sont alors au mieux gazés ou au pire broyés vivants. Chaque année, ce sont 6,5 milliards de poussins mâles tout juste éclos qui sont abattus de ces façons dans le monde. Quant aux femelles, vous l'avez compris, elles échappent certes à la mort pour quelque temps, mais leur courte vie ne sera qu'un enfer. Après le tri, il est fréquent qu'on leur coupe le bec avec une lame chaude sans aucune anesthésie, pour éviter qu'elles se blessent entre elles, tellement elles seront serrées par la suite dans leur cage. Et ne pensez pas que toutes ces horreurs n'ont lieu que dans les pires fermes du monde. Ce qui est généralement désigné comme des fermes sans cage, ça ressemble plus à ça qu'à une petite basse-cour comme dans les publicités. Même les chanceuses poules élevées au sol sont plus souvent confinées à plusieurs milliers dans des bâtiments sans fenêtres ni accès extérieur qu'en train de vadrouiller en liberté dans les prés. Voilà ce qui peut réellement se cacher derrière les œufs que nous consommons au quotidien. Et je tiens ici à être bien claire, mon but n'est absolument pas de vous culpabiliser. Tout ce que je veux, c'est vous informer. Parce que comme on l'avait vu dans la vidéo sur LDC, les industriels, eux, font tout pour que vous pensiez que vous mangez des produits animaux qui sont loin de tout ça, quitte à vous mentir. C'est clairement le jeu de Marriott. Personne n'a envie de voir ses vacances virer au drame en ayant des images en tête des poules agonisantes dans leur cage ou de poussins broyés par des machines quand ils se retrouvent devant son assiette de brouillé dès le matin. Alors évidemment, ils communiquent sur leur engagement à se tourner vers des fournisseurs éthiques et pour la plupart des clients, c'est suffisant. On s'attend pas à ce qu'un nom aussi célèbre et prestigieux que Marriott fasse des promesses sans les tenir. Et pourtant, c'est une pratique assez courante dans de nombreux secteurs économiques. Aujourd'hui, les consommateurs commencent à connaître les pièges du greenwashing, mais on ne parle pas encore suffisamment de l'animal welfare washing, donc voici quelques exemples du côté de la viande et des produits animaux. On l'évoquait déjà dans la vidéo sur LDC il y a quelques années, quand la marque Le Gaulois mettait en avant sur ses packaging une alimentation sans OGM, tandis que l'association L214 avait pu se procurer la composition de la nourriture distribuée aux poulets, dans laquelle on retrouvait en deuxième ingrédient des OGM. Plus récemment, en septembre 2025, des enseignes Intermarché et Netto de l'Essonne ont été condamnées pour avoir édité des prospectus publicitaires sur lesquels des produits alimentaires comme du jambon ou du fromage étaient désignés comme AOP ou label rouge alors qu'ils ne correspondaient pas aux exigences de ces labels. Maintenant, je suis prête à reconnaître que certains changements peuvent être difficiles. Ce sont des processus longs et les transitions peuvent s'avérer plus compliquées que prévu pour les entreprises. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes. Prenons l'exemple de certains pays d'Asie où il n'existe pas suffisamment d'élevage sans cage. Les grandes entreprises qui se sont engagées à n'utiliser que ce type d'œufs d'ici 2025 se retrouvent alors face à une impasse. Elles ne peuvent pas s'approvisionner localement car il n'y a pas assez d'offres éthiques. L'entreprise de conseil Global Food Partners, basée à Singapour, a développé un programme de crédit sans cage qui permet aux entreprises de contourner ce problème. Concrètement, ça signifie qu'elles continuent d'acheter des œufs produits en cage pour subvenir à leurs besoins,
Mais en parallèle, elle paye des éleveurs qui travaillent déjà sans cage. De cette manière, leur argent finance la croissance de ces fermes pour qu'elles se développent et qu'à terme, leur offre soit suffisante. Il existe d'ailleurs des projets similaires pour la production de cacao ou l'huile de palme. On ne se fournit pas encore de manière responsable, certes, mais on finance ailleurs des projets plus vertueux. Ce type d'initiative permet aux entreprises de tenir au moins partiellement leurs engagements, tout en les aidant dans une transition lente et partielle, c'est vrai, mais au moins encourageante. C'est là que la question se pose. Pourquoi Marriott ne se tourne pas vers ce type de solution? Est-ce dû à un manque de moyens ou de volonté? Honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire une vidéo sur Marriott, enfin sur un sujet qui touche Marriott sans présenter la famille, parce que vraiment, y a de quoi faire, quoi. Il y a des trucs qui méritent d'être dits et ça aide un petit peu, je pense, à cerner qui sont les gens derrière Marriott. Ils sont à la tête d'une des plus grandes, enfin de la plus grande chaîne hôtelière du monde. Ouais, et puis même Donc, à comprendre certaines... comment ils dirigent leur entreprise, en fait. Je pense que ça te dit pas mal d'eux, mine de rien, sur qui ils sont. Ouais. L'histoire de l'entreprise Marriott est intimement liée à la famille du même nom qui est derrière. C'est aussi l'illustration parfaite du rêve américain, la success story d'une famille partie de presque rien. Parce que oui, à la base, John Willard Marriott n'avait que 27 ans lorsqu'il a lancé son petit stand de bière de racine à Washington DC, et il ne s'imaginait probablement pas l'ampleur qu'allait prendre son entreprise. C'est 30 ans plus tard, en 1957, qu'un vrai tournant s'opère. Marriott lance son tout premier hôtel et c'est Bill, le fils de Willard, qui est à la tête de cette nouvelle branche. Aujourd'hui, Marriott possède plus de 9000 hôtels dans 144 pays, avec plus de 30 enseignes, dont certaines sont très prestigieuses. The Ritz-Carlton, Bulgari, St. Regis, JW Marriott, etc. Évidemment, en tant d'années d'existence et avec une telle expansion, l'histoire de l'entreprise a connu plusieurs crises. Je pourrais pas m'étendre ici sur tous les détails, mais il faut citer avant tout les 2 attentats dont les hôtels ont été la cible en 2003 à Jakarta et en 2008 à Islamabad, qui ont été des tragédies terriblement meurtrières, ainsi que plusieurs scandales dont en tête une immense fuite de données comprenant les informations confidentielles de centaines de millions de clients au cours des années 2010. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour cette vidéo. En fait, moi j'ai plutôt envie de vous parler des membres de la famille Marriott, parce qu'évidemment, il y a 2-3 petites choses intéressantes à dire. Comme je vous l'ai dit, J. Willard Marriott, le fondateur, a commencé par ouvrir un petit stand de bière à Washington, épaulé par un ami et par sa femme Alice. Car Marriott, ce n'est pas qu'une entreprise, c'est avant tout une histoire de famille. Alice Marriott a longtemps été reléguée en arrière-plan, mais elle a joué un rôle important dans cet empire. Elle était la comptable, la gestionnaire et même en quelque sorte la directrice artistique du stand qui a vite évolué en chaîne de restaurants. C'est aussi elle qui a persuadé son époux de progressivement lâcher les rênes pour les transmettre à leur fils Bill à l'heure de prendre sa retraite. Parce que Willard Marriott, c'était un acharné de travail, mais aussi un homme à la discipline stricte, empreinte des valeurs mormones dans lesquelles lui et Alice ont baigné depuis toujours. Ah oui, parce que ça c'est pas anodin. Vous savez la tradition selon laquelle aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, on trouve une Bible dans chaque chambre d'hôtel, et elle vient des Marriott en fait. Bon, ça existait un petit peu déjà avant. Il y avait des bénévoles religieux qui se chargeaient parfois d'aller distribuer des exemplaires de la Bible aux nouveaux hôtels de leur ville, mais là c'est différent. C'est vraiment la direction qui a décidé que dans chaque table de chevet, de chaque chambre, de chaque hôtel Marriott, on trouverait non seulement une Bible, mais aussi le livre des Mormons, le texte fondateur de l'Église des Saints des Derniers Jours. Et cette tradition perdure toujours aujourd'hui, même si depuis 2017, le groupe a légèrement changé et ne place plus systématiquement ces livres dans certaines chambres, en tout cas dans les enseignes ciblant une clientèle plus jeune, comme la filiale Moxie ou Edition Hotel. Pendant très longtemps, l'entreprise Marriott est restée entre les mains des descendants de Willard et Alice. C'est d'abord leur fils Bill qui en a repris la tête, comme je vous le disais, et qui l'a transformé en empire hôtelier. Et jusqu'en 2012, les postes de direction étaient tous occupés par des membres de la famille. Depuis, les PDG sont désormais extérieurs et non issus de la famille, mais les Marriott restent à plusieurs postes clés, comme David Marriott qui est devenu le président de la branche Marriott International en 2022. En apparence, c'est donc une dynastie qui semble soudée, dont l'histoire fait clairement rêver.
Mais si vous pensiez que le clan Marriott était épargné par les scandales intrafamiliaux, détrompez-vous. En 2018, John Marriott III attaque son propre père, Bill Marriott, en justice. Il l'accuse non seulement de l'avoir exclu de l'héritage familial, mais aussi de l'avoir écarté de toute responsabilité au sein de l'entreprise. Bill, de son côté, nie tout en bloc, il retourne même l'argument, selon lui, c'est en fait le comportement erratique de son fils et ses problèmes d'addiction qui lui auraient porté préjudice. On sait que John a effectué plusieurs cures de désintoxication, notamment en Suisse, donc ça ne paraît pas invraisemblable d'imaginer qu'il ait effectivement eu quelques soucis d'addiction. Mais là où ça se complique, c'est que John, lui, accuse son père de l'avoir surtout puni pour son divorce. Et oui, on l'a vu, les Marriott sont de fervents mormons pour qui le divorce est un tabou absolu, voire carrément une faute impardonnable. Alors en surface, on pourrait se dire qu'il ne s'agit que d'une banale querelle de famille autour de l'argent, mais en réalité, cette affaire révèle quelque chose de plus profond. Chez les Marriott, tout tourne autour de l'image. Ils se présentent comme la famille américaine idéale, loyale, croyante, respectable, immaculée. Alors, qu'un des leurs ose mettre en péril tout ce qu'ils ont construit au fil des années, en se droguant ou pire, en divorçant, c'est inimaginable. Et c'est précisément ça qui est révélateur. Si les Marriott sont prêts à sacrifier l'un des leurs pour protéger leur réputation, imaginez jusqu'où ils peuvent aller pour sauver la face publiquement. Mais revenons-en au cœur de notre sujet. Moi, la question qui me taraude, c'est surtout comment pousser une telle puissance à changer ses pratiques. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête cette image d'un combat entre David et Goliath. Il y a des lobbies qui sont trop puissants. Encore une fois, on reste quand même dans cette logique hyper capitaliste du profit, de l'argent. Et ça tient... Enfin, tu vois, l'éthique, faire les choses de manière plus proprement, ça tient pas trop sa place dedans, j'ai l'impression, quoi. On le sait bien, l'agroalimentaire et le tourisme sont deux secteurs économiques pas franchement très en phase avec les enjeux écologiques ou éthiques liés à la consommation de produits d'origine animale. Alors pour inciter les entreprises et multinationales à évoluer dans la bonne direction, il y a généralement deux leviers possibles. Le premier, c'est la législation, qui peut s'accompagner, tant qu'à faire, de sanctions pénales. Mais le problème, c'est que c'est un chemin particulièrement long et difficile. Parce que oui, dans la configuration actuelle des choses, les relations entre ces entreprises et nos gouvernements sont souvent solides, teintées de connivence ou du moins d'intérêts réciproques. En plus, la pression des lobbies est parfois telle que, malgré une opinion publique largement pour ou contre un sujet de société, les lois n'évoluent pas dans le sens de la majorité. Prenons l'exemple de la corrida en France. Bien que 70 à 80% des Français se disent favorables à son interdiction, dans les faits, sa pratique reste toujours légale. Heureusement, il y a un autre levier d'action qui s'avère être efficace, celui de la pression sur l'image. Et ça, les associations l'ont bien compris, comme nous l'explique Nicolas Trèche, économiste et directeur de recherche, entre autres, à l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, faire avancer la cause animale, c'est très difficile, hein. Depuis des décennies, le mouvement animaliste a gagné très peu de victoires, en fait. Alors que pourtant les gens sont sensibles à la souffrance animale. Mais cependant, il existe une stratégie qui marche très bien, c'est celle qui consiste à cibler des entreprises qui sont en contact direct avec les consommateurs, comme des supermarchés, des fast-foods ou des hôtels par exemple. Et de montrer que ces entreprises s'approvisionnent dans des élevages cruels. Donc le but ici est de quelque part de salir la réputation de ces entreprises, éventuellement de générer des boycotts. Et donc le résultat, c'est que les entreprises répondent à ce risque et s'engagent souvent à changer. Par exemple, à ne plus acheter d'œufs qui sont issus de poules en cage à horizon de quelques années. Et donc ça permet aux entreprises de réduire le risque de réputation à court terme et de gagner un peu de temps pour changer les pratiques. Alors évidemment, ici, il y a un risque d'affichage. On pourrait parler d'une forme d'animal welfare washing, mais globalement, cette stratégie des associations fonctionne très bien. Des études ont montré que 90% des entreprises tiennent leurs engagements. Et les chiffres sur la cruauté animale baissent. Par exemple, la part des poules élevées en cage en France est passée en 10 ans
de 70% à 25%. Et donc pour moi, la leçon ici est très claire. Les associations animalistes réussissent quand elles jouent sur les leviers économiques, quand elles frappent finalement là où ça fait mal, au portefeuille. Vous l'avez bien compris. À l'instar de nombreuses grandes entreprises, Marriott accorde beaucoup d'importance à son image. Pour ce groupe hôtelier, leader mondial du secteur, je le rappelle, il est primordial que les clients aient l'impression de faire appel à l'excellence. Pas question donc de ne pas se montrer à la hauteur des attentes sociétales. Des associations comme ICAW utilisent déjà ce type de levier pour faire pression. Mais elles vont encore plus loin. L'une de leurs stratégies, c'est de cibler directement des personnes haut placées de certaines grandes entreprises. Pour ça, elles achètent des noms de domaine et elles créent des sites où elles exposent toutes les données que les multinationales veulent nous cacher. Elles n'hésitent pas à utiliser les visages des responsables. C'est le cas pour Marriott, avec le PDG qui se retrouve sur un site qui associe son image à des faits choquants. À titre personnel, je pense que c'est une stratégie hyper efficace et percutante. Je regrette juste l'utilisation d'une IA générative pour créer tous ces visuels quand on connaît l'impact écologique qu'ont ces outils. Pour comprendre un peu mieux comment ICAW pense ses campagnes, j'ai posé plusieurs questions à Raphaël qui a accepté de nous détailler leur méthode et pourquoi aujourd'hui elle a fait de son engagement son métier. En fait, j'étais créatrice de contenu quand j'étais adolescente et après, j'ai monté une petite agence de communication digitale. C'est il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai voulu faire des choses qui ont plus de sens, quoi. J'ai aussi fait un peu de politique. Ok. J'ai pas eu l'impression en tant qu'individu que j'arrivais à avoir l'impact que je souhaitais avoir. Dans le monde dans lequel on vit, où les entreprises sont si puissantes, et moi, avec mes compétences personnelles qui sont voilà, la créativité, la communication, travailler avec des créateurs de contenu. J'ai l'impression que là où je peux être le plus utile, c'est pour contrer comme ça la communication des entreprises avec ces campagnes très spécifiques pour obtenir des engagements. C'est très satisfaisant de voir le résultat de son travail. C'est vraiment génial de pouvoir avoir un impact comme ça. En fait, c'est juste qu'il faut être plus intelligent que l'entreprise. Et je dis pas ça pour qu'on se vante quoi, c'est juste qu'en fait nous on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas autant d'argent qu'eux. Et soit on essaie d'être plus malin, soit les animaux ne vont pas avoir ce dont ils ont besoin vraiment. Il faut être créatif, il faut être innovant, et il faut parfois trouver des solutions avec moins et réussir à embêter les entreprises. Il y a souvent différentes stratégies, mais de la façon la plus classique, c'est qu'on va plutôt commencer par des actions moins prenantes même de notre côté, tout simplement pour voir un petit peu comment l'entreprise réagit. Et ensuite, on va potentiellement déployer des campagnes plus larges. Je vais dire qu'il y a 3 techniques. La première, ça va être vraiment d'essayer de négocier. Okay. Donc, une personne va essayer de les contacter, d'exposer la problématique. À partir de là, il y a déjà des entreprises qui vont être ouvertes au dialogue, potentiellement prendre des engagements, etc. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase de campagne qu'on a vue sur la dernière décennie. La dernière fois où on s'était vu, c'était aussi avec L214. Ça fait donc une décennie ou peut-être 15 ans que les associations font vraiment un gros travail de ce qu'on appelle des campagnes corporate, c'est-à-dire qu'on va demander aux entreprises publiquement de s'engager. On va montrer au public, par exemple, la réalité des pratiques qui sont faites par cette entreprise. Donc, ça peut être par des publicités détournées, ça peut être par des enquêtes, ça peut être par des manifestations. Chez Aika, on est aussi passé un peu sur un 3e niveau où on interpelle aussi directement les décideurs de ces entreprises, puisque on arrive à un moment assez critique. Ces entreprises se sont engagées sur ces problématiques. Et maintenant, on arrive en 2025, qui est l'échéance de la plupart de ces engagements. Et on voit que les entreprises n'ont pas fait ce qu'elles avaient promis. Donc, elles ont menti. Les entreprises donc, sont sensibles au niveau de leur image, mais c'est parfois difficile effectivement, sur des entreprises aussi massives, d'arriver à atteindre leur image. C'est vrai que quand on parle de multinationales, c'est plus difficile parfois.
Et du coup, on peut aussi directement interpeller les décideurs de ces entreprises qui sont les responsables de ces décisions au même titre qu'on interpellerait une personnalité politique. Et ça, on se rend compte que là où on arrivait à un moment où certaines campagnes étaient un peu bloquées, les entreprises commencent à être réceptives. On voit même parfois du turnover au niveau des boards de certaines entreprises. Donc on voit que c'est vraiment des choses qu'elles n'apprécient pas parce qu'en tant qu'individu, on n'a pas envie d'être lié à ça. On sait qu'il y a des discussions qui se font donc pour reprendre ces engagements, ou sinon les personnes partent en fait parce qu'elles veulent plus être associées à ces pratiques. C'est vrai qu'il y a des moments assez intéressants quand une entreprise s'engage après une grosse campagne menée par une association, parce que les autres entreprises savent qu'elles sont les suivantes sur la liste. On ne demande pas de leur rappeler. Marriott, c'est une des premières campagnes K3 Accountability de cette ampleur qu'on fait, tout simplement parce qu'on est en 2025 et que c'est maintenant qu'on commence à voir que c'est trop tard en fait pour les entreprises de déjà être dans les clous. Et on sait qu'à partir du moment où on va gagner cette campagne, que aussi les autres entreprises vont voir tout ce qu'on a déployé pour cette campagne, voilà, y compris cette vidéo par exemple, elles veulent pas être sur la liste et c'est des moments charnières où on voit souvent une avalanche d'engagement dans le sens positif du terme, mais les entreprises sont très réceptives. En fait, les demandes qu'on fait, et c'est aussi pour ça que les campagnes marchent aussi bien, c'est des demandes qui sont ultra raisonnables. Et voilà, il y a eu forcément beaucoup de discussions, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, etc. Mais c'est vrai que tout le monde s'accorde dans le mouvement pour dire que ça va avoir un impact tellement important en termes de réduction des souffrances des poules que ça vaut vraiment le coup de mettre le paquet sur cette demande. En 1656, Blaise Pascal a écrit « Quand nous ne pouvons pas empêcher l'action, nous purifions au moins l'intention, et ainsi nous corrigeons le vice du moyen par la pureté de la fin. » Aujourd'hui, plus que jamais, cette notion m'obsède. J'ai toujours eu une grande sensibilité, et il est pas rare que j'éprouve des réactions viscérales face à ce que je considère comme injuste. Pour autant, je prêche aussi toujours la tempérance, et je suis plutôt de celles et ceux qui préfèrent encourager le progrès, même partiel, plutôt que de sanctionner le faux pas. Mais l'actualité me le rappelle chaque jour. Notre société a basculé dans des luttes idéologiques, et il devient de plus en plus difficile de ne pas choisir un camp. Alors que, partout dans le monde, les droits des vivants régressent, je suis hantée par cette question. La fin justifie-t-elle les moyens ? Quand Raphaël m'a expliqué la stratégie d'ICAW qui consiste à cibler des personnes précises, souvent à des postes haut placés dans les entreprises visées par leur campagne, je vous avoue que j'ai immédiatement pensé à une affaire, l'assassinat en pleine rue de Brian Thompson. Parce que la victime n'était pas n'importe qui. Il s'agissait du PDG d'United Healthcare, une grande compagnie d'assurance santé, et que le meurtre a vite pris des allures de message politique. Alors attention qu'on soit bien clair, je suis pas du tout en train de faire un parallèle entre ce drame et les méthodes d'association comme ICAW. Ça n'a évidemment rien à voir. Mais ce qui me questionne, c'est plutôt jusqu'où peut-on aller pour faire passer un message ? Et à l'inverse, quelle est la responsabilité de ces entreprises qui semblent agir seulement sous la contrainte ou la peur ? Parce que des fois, j'ai l'impression que rien ne se passe, à moins qu'ils risquent d'être entachés par un scandale, ou pire encore, par crainte d'être littéralement ciblés physiquement. Mais en vrai, est-ce qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité dans ces frustrations qu'ils créent eux-mêmes ? L'histoire nous l'a montré, à force d'être ignoré par les décisionnaires, le peuple finit par se révolter, et les têtes par tomber. Il est d'ailleurs primordial de préciser que ces dernières semaines, dans le cadre de la campagne menée par ICAW, plusieurs cas de violences verbales et physiques ont été rapportés. Il est question ici de militants pacifiques qui ont été agressés par des employés de Marriott ou même des clients, comme cet homme, identifié comme un créateur de contenu pour adultes, qui a tabassé jusqu'au sang plusieurs personnes qui manifestaient devant le Ritz-Carlton de Denver. La fréquence et l'intensité de ces récents incidents sont d'ailleurs telles qu'ICAW se dit particulièrement préoccupé pour le futur de la campagne. Malheureusement, ces violences-là sont bien moins médiatisées que les rares cas inverses, ce qui contribue au déséquilibre dans les rapports de force entre les grandes entreprises et les militants. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui carrément rejetaient l'utilisation du terme écoterrorisme comme quelque chose de réellement légitime. Genre, à quel moment, quelle limite tu vas mettre entre des personnes qui vont avoir recours à des actes coup de poing, tu vois, un peu
choquant parce que c'est très imagé, etc. Voire, après, ça peut carrément dériver sur quelque chose de plus violent. Mais en fait, quand t'es dans une situation qui est le bateau coule, enfin, littéralement, t'as actuellement une crise écologique absolument terrible, enfin, des choses comme ça, où tu vois que ça fait des dizaines d'années que des spécialistes disent on est en train de foncer dans un mur. Et contrairement, enfin contre toute attente et contre tout instinct de survie limite, bah tu vois ces entreprises qui appuient sur l'accélérateur et qui continuent. Bah à quel moment en fait des personnes qui essayent de s'élever contre ça et de faire passer un message pour dire là stop, il faut s'arrêter, il faut prendre conscience de certaines choses. À quel moment c'est eux les terroristes, tu vois? En gros c'était un peu ça la logique, j'ai l'impression. Et donc, bah, évidemment, tu vas avoir un panel de choses qui sont pas forcément à mettre à la même hauteur. Parce que, encore une fois, on le dira toujours, justifier un meurtre, c'est non, évidemment. Oui, non, ça, Mais cela dit, tu vois, c'est des questions que tu peux te poser. Genre, tuer un dictateur, enfin, tu vois, genre l'espèce de balance bénéfice, c'est pas bien de faire ça. Il est compliqué. Le militantisme, des fois, même la majorité des cas, je pense, si tu regardes dans l'histoire de l'activisme, du militantisme, toutes les grosses causes sociales qui ont été gagnées, ça s'est pas fait dans la douceur, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui est compliqué, quoi. On en est à un stade où on a l'impression que juste demander poliment et en douceur, ça fait pas bouger les choses, quoi. Non, malheureusement, en fait, c'est ce qui se voit toujours. Je pense qu'on est obligé d'en parler et on sort vraiment du cadre Marriott parce que pour le coup, ils sont pas dans des actions comme ça. Mais cela dit, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et de l'évoquer parce que ça fait un peu une ouverture sur d'autres choses, quoi. Alors aujourd'hui, j'ai bien conscience que j'ai pas de réponse à apporter à toutes ces questions hyper complexes. Et que ça mériterait vraiment un travail extrêmement long, collectif et documenté. D'ailleurs, c'était pas le but ici. Mais je voulais quand même aborder brièvement cet aspect-là dans une vidéo qui a pour sujet les actions militantes, parce que je trouve que c'est une réflexion qui mérite d'être abordée, quitte à ce qu'elle reste en fond et qu'elle garde le rôle de boussole morale. Au terme de cette vidéo, j'espère que maintenant, derrière cet œuf, en apparence insignifiant, vous voyez désormais les enjeux d'un problème global dont Marriott est complice. Cet œuf, c'est le symbole même de l'animal welfare washing. On nous le vend comme issu d'une ferme idyllique, alors que la réalité est tout autre. L'industrie des œufs dans le monde, c'est avant tout de la cruauté. Des animaux malades, souffrants, tués. Et malheureusement, ça passe, parce que les poules n'ont pas le même capital sympathique que d'autres êtres vivants. Pourtant, elles sont intelligentes, affectueuses, pas si différentes de nos animaux de compagnie. Alors quand une entreprise aussi influente que Marriott profite de l'image positive du bien-être animal, tout en continuant en pratique à négliger des centaines de milliers de vies, on doit s'interroger. Quelle est la crédibilité de leurs engagements? Et surtout, quelles sont réellement leurs valeurs? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir ce système sans rien faire. Grâce au travail d'associations comme ICAW, les entreprises commencent à s'engager. Alors, oui, c'est timide et clairement les changements sont encore trop lents, mais c'est toujours mieux qu'une inaction totale. On l'a vu récemment avec LDC qui s'est enfin engagé à signer le European Chicken Commitment après des années de campagne menées par des associations. Et puis à notre échelle, il y a quand même plusieurs choses concrètes qu'on peut tous essayer de mettre en place. Déjà, s'informer et relayer l'information en partageant des articles ou des vidéos par exemple. La visibilité est primordiale sur ces sujets qu'essayent de cacher les entreprises et je pense que vous le savez, mais aujourd'hui les réseaux sociaux sont un outil vraiment puissant pour faire circuler les informations et sensibiliser plus de personnes. Ensuite, c'est hyper facile de faire attention à vos choix d'œufs quand vous faites vos courses. C'est assez connu, mais au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un code qui permet de vérifier le mode d'élevage. Il va de 0 à 3 et l'idéal c'est de prendre les œufs identifiés 0 ou 1. Ce code est tamponné sur chaque œuf et c'est aussi écrit sur les emballages, donc c'est hyper facile à repérer. Et enfin, si vous le pouvez, soutenez les associations. Ça peut être des dons, mais ça peut aussi être simplement signer et partager des pétitions. Chaque personne a un pouvoir et peut faire la différence. Je pense que le fait d'interpeller les entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Et notamment chez ICA, on a mis en place une liste d'actions par email qui s'appelle Raven, qui va permettre à n'importe qui de pouvoir prendre quelques minutes de son temps pour interpeller une entreprise, souvent dont ils sont consommateurs parce que c'est des très grosses entreprises. Et aussi,
On envoie les mails par pays et de les interpeller sur leurs engagements non pris ou leurs engagements non tenus. En tant que consommateur, on est assez limité en fait. Dans les associations, la plupart des gens sont véganes. La plupart des gens qui ne sont pas à ce niveau-là d'investissement ont quand même envie de ne pas soutenir un élevage aussi intensif. Peut-être qu'on va effectivement acheter des œufs plein air. C'est un peu plus cher, mais c'est facile entre guillemets. Maintenant, quand on va à la cantine de son entreprise, Sodexo, n'importe quel Compass, là, on perd ce pouvoir. Et on va pas pouvoir dire dans le brownie, là, je veux des œufs plein air. Ça, on peut pas. Pareil pour les hôpitaux, pour les écoles, puis tous les produits transformés, les pâtes qui contiennent des œufs pour certaines, les paquets de gâteaux. C'est tout ça, en fait, la consommation de produits animaux au quotidien. C'est pas seulement quand on va acheter ses œufs et qu'on fait le maximum. Malheureusement, c'est beaucoup plus large. Donc, c'est pour ça que c'est important que toutes ces entreprises gardent leurs engagements, prennent des engagements. Oui. C'est pour ça que ces engagements sont aussi importants. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci énormément d'être resté jusqu'au bout, même si aujourd'hui, exceptionnellement, on n'est pas dans le true crime à proprement parler. J'espère vraiment que mon travail sur ce sujet vous a intéressé et appris des choses. Je tiens également à remercier tout particulièrement Raphaël pour son temps et son aide précieuse lors de nos recherches, ainsi que Nicolas Trèche, économiste et chercheur spécialiste de la question de l'animal welfare washing. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler qu'il vient de publier un livre sur le sujet, Animal Economics, avec l'université de Cambridge. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la description. Évidemment, un grand merci à ICAW de m'avoir choisi pour parler de cette campagne. J'espère avoir réussi à vous transmettre l'importance de leur message et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des éventuelles avancées du côté de Marriott. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.